Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Allô, bonjour tout le monde, merci d'être venu. Je suis hyper nerveuse parce que je me sens privilégiée, je suis émue. Je n'ai pas pu venir témoigner lors des enregistrements qu'on a faits pour Angèle et je le regrettais et Maude m'a demandé d'être ici pour vous présenter Angèle Delaunoy. Donc c'est une femme que j'aime énormément, donc je suis vraiment... Pardonnez-moi s'il y aura des tremblements de voix. Donc, Angèle Delaunoy est une femme, ceux qui la connaissent, c'est une femme de tête, c'est une femme de cœur, et je dirais aussi, c'est une femme d'intégrité. Quand on entre en interaction avec elle, on est happé dans sa bulle d'humanité parce qu'elle est grandement d'une humanité noble. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'elle a le souci que le monde aille bien, elle a le souci que les gens autour d'elle soient heureux et elle tend la main, elle ne travaille pas pour son ego, pour s'enrichir, elle travaille pour enfin participer à un monde meilleur. Comme écrivain, elle a décidé dès le début de s'adresser à l'intelligence des enfants parce que pour faire un monde meilleur, quoi de mieux de s'adresser à des tout-petits. Donc, elle a créé, en informant les enfants, en pionnière, en les informant, en leur faisant connaître la fantaisie de la vie par la poésie, aussi en les faisant réfléchir. Comme écrivaine, elle a créé des albums qui sont des classiques. Moi, je peux vous dire que je lis aux petits depuis 10 ans. Et Le Grand Voyage de Monsieur Caca, c'est un best-seller chez les enfants. C'est un best-seller chez les libraires, comme quoi on peut parler de caca de façon intelligente à des enfants. Ça les fait rire également, mais pas que. Elle a aussi un classique qui est magnifique, qui a été traduit, qui a parcouru le monde et qui parcourt encore le monde, Les Enfants de l'eau. Si vous ne l'avez pas offert à des enfants, je vous invite à le faire. Il a été réédité. Elle a aussi écrit La petite bouteille jaune et combien d'autres. Je soupçonne Angèle d'avoir voulu ouvrir sa propre maison d'édition parce qu'elle avait envie d'avoir carte blanche justement pour s'adresser de façon qu'elle souhaitait aux enfants. Donc, Isatis est devenue une maison phare pour, dès 2 ans, elle crée des albums documentaires, mais en rime. Donc, elle a mélangé des genres, donc à deux... Et il y a j'ai acheté hier la gastro. Il y a pour parler de gastro, à des tout petits. Et c'est fascinant. Je vais le lire la semaine prochaine aux enfants et je sais qu'ils vont le choisir immédiatement. Et elle est allée chercher Philippe Béat, son complice de longue date, qui réussit à faire des microbes, des personnages éminemment affreux, mais en même temps rigolos et attachants. Donc, dans cette collection, Angèle informe les enfants de plein de trucs. Donc, j'ai noté, là, j'ai des fiches pour ne pas oublier les certains titres. Donc, des titres qui informent les enfants. Par exemple, Les oreilles de Chester, c'est génial. C'est l'histoire du gars qui a inventé les trucs qui réchauffent les... Hein? Il ne voulait pas avoir de tuque parce que ça pique. Alors, et c'est formidable. Les enfants l'adorent. Un dessin pour papa aussi, qui est un sujet... Mon Dieu, combien touchant, où ça dit aux enfants qu'envoyer un dessin à une personne qui est isolée, peu importe, isolée pour quelle raison. Émile et sa poulette, les enfants l'adorent aussi, mais c'est une histoire qui dit en fait aux enfants que quand on mange du poulet, on mange un animal. Souvent, les tout-petits ne font pas le lien, mais c'est charmant et ça fait prendre conscience de trucs, mais Angèle a une plume légère et ludique. La poésie aussi. Alors, dans la collection Tourne-Pierre, là, ça se peut que ce soit trop long. Faites-moi des signes parce que je peux en parler longtemps d'Angèle. D'accord. Vous me dites d'aller moins vite parce que moi, je suis... Je dois terminer. C'est pas vrai.
Ah non, bon, écoute, ça se peut pas. Non, non. Toutes ces collections, Tourne-Pierre, poésie, de la philosophie, c'est quoi être beau, c'est quoi être riche, c'est quoi être heureux, c'est des questions importantes sur lesquelles on ne fait pas réfléchir souvent les enfants dans la littérature, surtout quand ils sont petits. Elle a créé une collection magnifique parce que pour Angèle, les gens qui ont bâti le pays, ce sont des gens importants. Bonjour l'histoire. Donc oui, les grands personnages, Cartier et compagnie, mais elle est allée aussi nous faire découvrir Étienne Brûlé, etc., des femmes aussi qui ont fait l'histoire dont on n'a pas assez parlé. Elle a aussi, bien sûr, ouvert la porte à de fabuleux documentaires. Une petite maison avec de petits moyens. Je pense à J'aime ma ville, à Pollution plastique, à l'environnement et combien d'autres, qui sont des documentaires dignes des grandes maisons européennes. Mais on sait qu'ils attissent une petite structure, alors c'est extraordinaire. Elle a aussi créé la collection Griffes, pour s'adresser aux adolescents. En fait, là, elle a pu dénoncer de façon plus évidente toutes les violences qu'on fait aux femmes, aux démunis, aux prisonniers politiques, etc. Bon, comme je ne peux pas m'étendre longuement, Angèle Delaunoy est vraiment une femme, comme je vous dis, quand vous la connaissez, entrer en interaction, je comprends qu'elle a des collaborateurs de longue date. Peut-être sont-ils fidèles, mais je les soupçonne de vouloir rester dans sa bulle de chaleur qu'elle crée quand on entre dans sa bulle. Et en fait, c'est une femme que j'aime vraiment, que je respecte, que j'admire. Angèle, je te lève mon chapeau et il est rempli de milliers d'étincelles de reconnaissance. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Je vous invite à entendre maintenant des amis, des collaborateurs d'Angèle qui sont venus, D'accord, vous entendrez tout ça après parce qu'il y a plein de gens comme moi qui ont rendu hommage à Angèle et c'est très touchant de les entendre également. Merci. Bonjour, bonjour, ne bougez surtout pas. Et pour les autres, joignez-vous à nous. Mon nom est Nicolas Aumet. Dans la vie, je fais plein de choses. Surtout, je suis un grand ami d'Angèle Delaunoy, qui pour moi est plein de choses à la fois. Ami, confidente, mentor, qui m'a aidé à beaucoup mieux écrire, beaucoup mieux penser les histoires. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous dans le cadre de la remise du prix Fleury Mes Plaies, pour vous faire découvrir Angèle peut-être autrement, sinon beaucoup plus. À la fin de l'entrevue, elle n'aura plus de secrets pour vous. Peut-être quelques-uns qu'elle osera dévoiler si ça lui tente, bien sûr. Angèle, si tu savais comme je suis ravi d'être ici dans le cadre de la remise d'un prix, tu sais que toi puis moi, pour les remises de prix, les remplissages de formulaires, ça va loin. Et enfin, c'est un prix qui est si mérité. Et encore une fois, je suis honoré de pouvoir te poser quelques questions. C'est vraiment cachotier, hein? Ça fait un mois qu'il m'évite pour pas me dire qu'il va m'interviewer aujourd'hui. Je sais que j'ai une grande gueule dans la vie. Ça fait 3 semaines que j'évite Angèle, que je lui réponds par une phrase, par courriel, même par écrit, pour rien dévoiler. Donc, allons-y. Angèle, tu mènes une carrière remarquable depuis 1988, mais à travers tout ce qui était possible, pourquoi le monde de l'édition jeunesse particulièrement? Je suis arrivée là un petit peu par hasard, parce que j'étais rédactrice en chef pour le magazine Protégez-vous, des livrets sur les jouets et sur les livres pour la jeunesse. Alors pour les jouets, on testait les jouets, on donnait des prix poubelles puis des prix d'excellence. Et pour les livres, je lisais à peu près tout ce qui arrivait. Ça, c'était avant 88, là. Je lisais à peu près tout ce qui arrivait sur le marché québécois
en français. La plupart du temps, c'était des livres européens. Et puis, à force de lire 500 bouquins par année à peu près, des livres qui venaient d'ailleurs, je me suis dit, je suis peut-être prête, moi aussi, à essayer quelque chose. Alors, j'ai fait un projet sur les livres, un documentaire sur les oiseaux, parce que je me rendais compte que je connaissais strictement rien dans les oiseaux. Et puis, j'ai proposé ça à Monsieur Jacques Payette, chez Héritage, et il a accepté tout de suite. Moi, je ne me suis pas rendu compte à quel point j'ai été favorisée dans ce choix. Et j'ai commencé comme ça, avec les oiseaux de chez nous. Après, ça a été les mammifères de chez nous, les animaux du Grand Nord. Bon, voilà, ça a commencé comme ça. Avec des livres qui sont devenus de véritables références. Oui, ils sont plus sur le marché parce que ça fait quand même très longtemps. Et comme tu le sais aussi bien que moi, les livres ont une vie courte. Hein, oui, malheureusement. Et ça a fini par débloquer sur autre chose. Ensuite, Monsieur Payette m'a demandé de diriger les collections de documentaires qu'il achetait, les traductions, et aussi de créer une collection de romans pour les adolescents, la collection Écho. Donc, on a été les premiers, en fin de compte, chez Héritage, à faire des livres pour les adolescents, des romans. Et puis, on le sait, à l'époque, il y avait beaucoup moins de maisons d'édition qui faisaient dans la jeunesse. C'est ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a de tous les genres, pour tous les goûts. Oui. Est-ce qu'il y avait des enjeux de taille à l'époque, même s'il y avait moins d'éditeurs, pour se forger une place dans le milieu? Il y avait beaucoup, évidemment. Alors, à cette époque-là, j'ai commencé quand ma fille est née, en 88. Il y avait à peu près 4 ou 5 maisons d'édition qui faisaient de la jeunesse, ici au Québec. Ce qui fait que c'était pas beaucoup. Hein. Il fallait il fallait aussi qu'on représente le Québec, la francophonie canadienne, dans un monde qui était complètement pris par les éditeurs européens. Dans ces années-là, la plupart des livres que tu voyais, c'était des livres qui venaient de France ou de Belgique. Mais là, nous, on s'est fait, il fallait qu'on se fasse une place, évidemment. Puis il y a ces maisons d'édition qui étaient là, il y avait La Courte Échelle, il y avait Héritage, il y avait, je crois qu'il y avait Tisser aussi, puis il y en avait une autre aussi, je me souviens plus du nom, mais on n'était vraiment pas beaucoup. On travaillait fort. Oui, oui, ça, on le sait. Puis disons, tu as une approche unique et une vision qui, à la fois, veut aider les jeunes à mieux se comprendre eux-mêmes, mais aussi mieux comprendre leur environnement. Ouais. Est-ce que ton approche a évolué au fil des ans, vu que la société a évolué et la jeunesse aussi? Disons que derrière moi, avant de faire tout ça, j'ai une carrière de prof. Donc, un prof de français, prof d'art plastique. Donc, il y a un proverbe qui dit prof un jour, prof toujours. Donc, j'ai toujours eu, dans mes choix éditoriaux et dans ma façon d'écrire, j'ai toujours eu l'envie d'enseigner quelque chose. Et évidemment, cette envie-là, elle a évolué au fil du temps parce que le monde a changé. Donc, on s'est habitué au monde, aux différentes problématiques qui sont actuelles. Donc, on n'écrivait pas de la même façon en 88, on ne parlait pas des mêmes choses en 88 que maintenant. Je pense que maintenant, on est beaucoup plus audacieux, on va chercher, on va creuser davantage ce qu'on n'aurait pas fait dans les années 80. Tu as tout à fait raison, puis si je peux me permettre, la jeunesse a évolué, ce qui a permis à différentes collections d'émerger, par exemple la collection Griffes, oui, qui n'aurait peut-être pas été ce qu'elle est il y a 20 ans. Non, absolument pas. D'ailleurs, quand on va en France, actuellement, parce que je suis allée récemment en France montrer nos livres, tous les éditeurs français que j'ai rencontrés nous ont dit au Québec, vous êtes vraiment beaucoup plus audacieux que nous. Par exemple, faire un livre qui s'appelle Le poids des seins, ou Pourquoi les filles ont mal au ventre, ou J'ai mal et pourtant ça ne se voit pas. C'était quelque chose de... Ils sont tout à fait estomaqués de notre audace. Et on n'a pas fini. Hein. Et puis, non, heureusement, mais c'est une valeur qui est très, oser. Oui. Il faut oser, quitte à
peut-être que ça fonctionne plus ou moins, mais on ne le sait pas tant qu'on n'essaye pas. Et puis, je pense de plus en plus, il faut oser. Et avec les mots qui rejoignent les jeunes, il ne faut pas avoir peur des mots. Non. Et tu es la première à dire qu'on peut parler de tout avec les jeunes. Il suffit de choisir les bons mots. Voilà. La façon de parler, la façon d'écrire, elle évolue avec le temps. Pour moi, il y a quelque chose qui est super important quand on fait de la littérature de jeunesse. Il ne faut jamais briser l'espoir. Il ne faut jamais que ce soit un livre complètement négatif, avec des personnages qui sont vraiment révoltants. Je pense qu'il faut toujours garder dans l'esprit qu'on s'adresse à des jeunes et qu'on ne doit pas les désespérer. Pour moi, c'est super important. C'est un de mes plus grands challenges. Une mission que tu accomplis à chaque bouquin, je dois te le dire. Exactement. Parlons-en un peu des documentaires. Pour moi, et comme pour toi, c'est un genre littéraire très important. Oui. On est tous une gang de convaincus qu'on ne met pas n'importe quoi entre les mains d'un enfant. Non. Et tu as vraiment marqué l'évolution et l'édition du genre documentaire. Je voulais savoir pourquoi c'est important pour toi de continuer à développer alors qu'on a peut-être l'impression de dire on a déjà parlé de ce sujet-là. Ben, moi, j'aime ça, les documentaires, d'abord. Et il y a des enfants qui ne lisent jamais autre chose que des documentaires. Il y a toute une frange des enfants qui n'aiment pas la fiction. Donc, ces enfants-là, les petits curieux, les petits scientifiques en herbe, ils vont se tourner vers le documentaire. Donc, c'est important de leur expliquer, de leur mettre en main des livres qui vont les aider à comprendre davantage. Et on peut le faire dès le plus jeune âge. Les enfants posent beaucoup de questions. C'est ce que j'ai fait avec M. Caca, avec la gastro et quelques autres. Angèle m'avait déjà dit que l'intérêt au livre, chez les jeunes, l'éveil à la lecture, ça commence dès le berceau. Et on s'en rend compte à travers différents de tes écrits. Oui. Et maintenant, avec plus de, j'ose dire, 800 titres à ton actif. Oui, à peu près. Comment est-ce que tu réussis pas seulement à maintenir, mais à toujours nourrir ta créativité à travers tous ces projets? Oh, ben, t'as qu'à lire le journal régulièrement. Tu lis le journal, tu regardes la télé, puis là, il y a un moment, une espèce de rage qui me prend. Là, ça se peut pas, on peut pas accepter ça. Je suis une militante. Donc, tu vois, dernièrement, j'ai lu un livre d'éco-société chocolaté. J'étais scandalisée. J'ai tenu le coup pendant 3 semaines sans manger de chocolat. Mais j'ai pas tenu le coup plus longtemps. Mais savoir, par exemple, que les petits-enfants qui sont dans les plantations de chocolat, ils n'ont jamais mangé un morceau de chocolat de leur vie, ça m'a sidérée. Alors je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ça. Je marche un peu à la colère. Voilà. Oui, à l'émotion. À l'émotion, à la colère. La passion. À la passion, exactement. Il y a des choses à dire et je trouve que le monde actuel où on vit, il est compliqué pour les jeunes. Il va l'être de plus en plus. Nous, on va disparaître. C'est une génération, nous, on a été très privilégiés. Notre génération, on a vraiment été très privilégiés. Mais la génération des jeunes, la génération de ma fille, des 30-40 ans, toi, par exemple, dans ta génération à toi, vous allez vivre des choses compliquées. Donc, si on peut mettre dans les mains des enfants des livres qui vont les aider à se retrouver, à trouver des bases, au moins avoir certaines connaissances, c'est notre rôle de le faire. Tout à fait, tu as bien raison. Et à travers tous ces projets-là, les livres que tu publies, tu accompagnes des êtres humains, des auteurs, Oui. des illustrateurs. Les livres, tu les portes et tu les aimes d'amour. Oui. Est-ce que il y a un livre ou une rencontre avec un créateur qui a été marquant ou la réception d'un manuscrit qui t'a étonné, qui te marque encore aujourd'hui, dont tu te rappelles que tu pourrais nous partager? Écoute, il y en a un qu'on est en train de faire actuellement, l'Hippocampe. Écoute, j'ai reçu ce livre-là. Il n'est pas encore publié, il va être publié incessamment, au printemps. Et je pleurais comme une madeleine parce que ça faisait référence pour moi à une de mes amies qui est en train de perdre justement son hippocampe. Donc j'étais tellement émue de lire ce livre, de ce texte-là. C'est un texte qui est d'une grande tendresse, d'une grande beauté, superbement écrit. Je me suis dit, il faut absolument qu'on le publie. Si ça me touche, moi, ça va sûrement toucher plein de gens. Donc, je trouvais que c'était important. Puis, au cours de ma vie, c'est sûr qu'il y a des livres, par exemple, le livre de Félix Girard, Le village dans la mer.
c'est tellement intelligent, c'est une fable écologique sur notre monde actuel, sur certaines personnes, certains géants qui ne pensent qu'à une chose, c'est s'enrichir aux dépens de tout le monde, quoi. Et Félix, il a su faire quelque chose de superbe. C'est vraiment, il fait à la fois les illustrations et le texte. C'est vraiment génial. Moi, je trouve que c'est un livre qui sort vraiment de l'ordinaire. Alors, c'est tout à fait un privilège pour moi de pouvoir faire ces livres-là, de les conduire un tout petit peu plus loin. Généralement, ils ont pas besoin de moi, mais si, quand même, un petit peu. Oui, quand même. Et d'aller les mettre sur le marché, c'est un honneur. Vraiment un honneur. Et puis, si on parle des livres, il faut parler des lectrices et des lecteurs. Tu as participé à nombre de salons et de foires de livres un peu partout autour du monde. Nous sommes au Salon du livre de Montréal en ce moment. Comment considères-tu l'importance de la rencontre ou de la relation directe avec les jeunes lecteurs? Les salons du livre, c'est l'endroit où on peut rencontrer nos lecteurs. On en rencontre beaucoup à la fois. On n'a pas forcément le temps de créer un lien intime avec chaque personne que l'on rencontre, mais on échange des sourires, on leur montre les livres, on leur fait apprécier en quelque sorte des livres qu'ils n'auraient peut-être pas vus au premier abord. C'est sûr qu'on leur parle avec tout notre cœur et on reçoit leurs interrogations, voir les yeux qui brillent, les enfants avec les yeux qui brillent, qui viennent te voir. C'est la vraie magie. Voilà, qui te prennent la main, qui viennent te dire « Ah, j'ai bien rigolé, j'ai lu ton livre, ça m'a bien fait rire », ou bien... les enfants, ils n'ont pas de filtre, hein, alors ils vont te dire exactement... bon, évidemment, pour les plus grands, c'est pas tout à fait la même chose, mais tu vois, à un moment donné, une jeune fille qui est un peu gênée, qui vient dans le kiosque et puis qui n'ose pas trop regarder les livres, puis là, on lui remet dans la main, on lui remet dans la main, puis tu te rends compte tout de suite qu'il y a un lien qui se crée. C'est vraiment un privilège de pouvoir faire tout ça. Oui, on est privilégiés. Oui, tu l'as bien dit. Angèle, c'est déjà la fin. Je tiens à répéter que tous les livres de ton catalogue se distinguent par la richesse et la qualité de leurs mots, de leurs images. Pas étonnant qu'une myriade d'entre eux ont reçu nombre de prix, de distinctions. Et maintenant, avec des nouveaux alliés, je sens que la grande aventure ne fait que continuer. Oui. Et j'en suis le premier ravi. Oui. Angèle, merci d'accompagner les livres comme tu le fais. Merci de les écrire, de les éditer. Merci d'être toi et félicitations pour le prix Fleury. Merci beaucoup. Merci, fiston.